Bonsoir tout le monde. Alors je vais faire une suite par rapport à la vidéo que je vous ai partagée hier. Donc dans celle-ci, je vais parler du format audio de lecture. Je vais revenir sur la notion de justice par rapport à Einstein justement. Et puis je terminerai sur l'illusionnisme. Je vais un peu décrire ce que c'est, enfin comment moi je le vois en tout cas, parce que j'ai pas l'impression que ça a été capté correctement. Alors pour le format audio de lecture, je veux simplement dire que pour moi c'est une idée géniale parce que ça réconcilie les gens avec la littérature, les deux extrêmes, parce qu'il y a un extrême qui est le perfectionnisme littéraire, et puis il y a l'autre extrême qui est l'inexistence littéraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les perfectionnistes littéraires, ils veulent qu'on ne loupe aucun mot d'un livre, etc. Ils sont beaucoup plus dans la superficialité de la littérature. Et puis l'inexistence de la littérature, c'est juste des gens qui ne s'y intéressent pas pour diverses raisons, parce qu'il faut se concentrer, donc c'est énergivore et ils préfèrent utiliser leur énergie pour des choses qui leur semblent plus importantes. Et puis on est dans une société qui est surproductrice, surconsommatrice, oppressive, dans l'urgence, impatiente, et donc la lecture c'est à peu près tout le contraire de ça, puisque il faut avoir de la patience, ne fût-ce que pour se concentrer, et puis pour voir les résultats apparaître dans sa propre vie de ses lectures antérieures. Et donc, c'est complètement le contraire de la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Donc, les gens se détachent complètement de la lecture, à part une certaine élite, et on est dans un entre-soi sectaire, et puis voilà. Donc, moi, je crois que l'audio, ça peut réconcilier les gens avec la lecture. Pourquoi? Parce que on peut faire plusieurs tâches. Par exemple, je peux m'atteler à une tâche et puis lancer un livre audio et je peux trier ce qui m'intéresse ou pas. C'est-à-dire, mais là-dessus, je vais faire une petite parenthèse aussi. Quand on lit, il faut pas capter que les infos qu'on veut, mais capter les infos qui sont efficaces. Et l'efficacité, c'est objectif. Ce qu'on veut, c'est subjectif. Donc, faut pas confondre les deux. Il faut capter ce qui est efficace, même si on veut, enfin, qu'on le veuille ou non, en fait. C'est ça, dans la lecture. Donc, il faut se concentrer sur les passages intéressants et tout ce qui est descriptif, superflu, etc., il faut laisser. Voilà, on ne le dit pas assez parce qu'on met la lecture comme un absolu, mais il y a de plus en plus d'écrivains qui écrivent des livres qui ne mènent à rien. Ça ne vous sera d'aucune utilité d'acheter ce livre et de le lire. Il y en a même qui devraient, pour moi, payer leurs lecteurs parce que pour la merde qu'ils mettent dans leur cerveau. Donc voilà, simplement. Mais sinon, l'audio, ouais, voilà, comme je dis, ça réconcilie les gens avec cette lecture. Et puis aussi, on peut lancer un audio comme méditation. Et donc, les infos vont quand même dans l'inconscient avant de s'endormir, etc. Donc, c'est très intéressant parce que quand on n'a plus beaucoup d'énergie, on n'a pas encore envie de se concentrer sur sa lecture. Et voilà, on se dit, on veut être perfectionniste, on ne veut louper aucun mot. Et finalement, on loupe l'essentiel qu'il y a dans le livre. Et c'est comme si on n'avait pas lu, en fait, parce qu'on s'est dégoûté. Donc voilà. Ça, c'est pour le fichier audio de lecture. Et donc, j'encourage vraiment ceux qui ont envie de se lancer là-dedans, en lisant des livres et en faisant des audios comme ça, des livres super connus. Je vous encourage à le faire vraiment, parce que pour moi, ça, c'est vraiment une idée qui a de l'avenir. Ça permet de, de faire un peu sans ne rien faire ou vouloir en faire trop. Voilà, donc on avance de manière modérée. C'est beaucoup plus intelligent. Alors après, je voulais parler de la notion de justice. Pourquoi je veux parler de la notion de justice? Parce que Einstein le cite dans son livre, et enfin la cite dans son livre, et donc je vais la définir pour qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que si on a tous une définition propre de la justice, que vaut la justice? Moi, je pense qu'il y a une définition objective de la justice, et il y a d'ailleurs un symbole qui la représente, et je vais décrire ce symbole, justement. Donc ce symbole, c'est une femme. Pour moi, cette femme, elle représente la nature. La nature, elle est féminine, donc on la représente par une femme. Et elle a les yeux bandés. Donc il y a deux interprétations possibles aux yeux bandés. C'est la justice frappe au hasard. Elle ne regarde pas qui il y a en face. Donc ça, c'est peut-être une piste à creuser sur le hasard ou la destinée. Mais je vais pas faire ça dans cette vidéo. Je le ferai peut-être une autre fois. Et puis il y a l'autre interprétation, c'est la justice ne peut pas être corrompue.
La justice humaine est faillible à cause qu'elle peut être corrompue, mais la justice divine ne peut pas être corrompue, donc elle est infaillible. Les yeux bandés, ça signifie pas de corruption par l'affection, pas de corruption par l'argent, pas de corruption par l'ego, pas de corruption par l'opinion, pas de corruption par la croyance. C'est-à-dire, le divin ne se laisse pas avoir par ça, par ces 5 failles-là. Ces 5 failles-là, elles sont dans l'être humain. Et donc, quand l'être humain rend un jugement, il a ces 5 failles-là en lui. Et être au courant de ces failles, c'est être meilleur, c'est-à-dire être plus juste. C'est-à-dire qu'un juge qui ne serait pas au courant de ses propres failles humaines serait un juge terrible. Voilà, un très mauvais juge. Et c'est pareil, je vais essayer de faire une analogie. C'est pareil avec un fusil, par exemple. Il y a des fusils, ils ont des défauts. Donc, quand vous tirez, ils tirent pas à l'endroit où vous tirez. Il y a un défaut de précision. Et pour être un bon tireur, avec un mauvais fusil, il faut être au courant du défaut de son fusil. Comme ça, on ajuste par des calculs l'endroit pour viser. Et c'est pareil avec son cerveau, en fait. Avec notre cerveau, on a des croyances fausses. Et si on est au courant qu'on a ces croyances, on peut réajuster sa vision, en fait. Parce que c'est vrai que changer une croyance, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est difficile. Voilà, faut pas accabler les gens. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est même si on a ce défaut et qu'on peut pas l'effacer comme ça en un claquement de doigts, on peut être au courant qu'on l'a et donc revoir sa visée en fait. Donc ça, c'est très intéressant à mettre en place. Euh, voilà, donc pour la justice, les yeux bandés, c'est ça que ça veut dire. Et donc il n'y a pas de comment dire de privilège quoi. Ça n'existe pas pour la justice divine. Ça c'est quelque chose de purement humain qui est fait avec l'ego quoi. Le divin n'a pas besoin d'ego puisque l'ego c'est ce qui est en nous pour nous permettre de survivre quand on est mis en danger. Le divin il n'a pas besoin de ça puisqu'il n'est pas en vie entre guillemets donc il n'a pas peur de mourir. Et c'est pas sa peur de mourir qui rend son jugement. C'est un jugement neutre. Voilà. Donc euh, après, la justice, elle a un objet dans chaque main. Elle a, elle a une balance dans une main. Cette balance représente la pondération des équations. C'est-à-dire que on peut progresser en pondérant les équations. Et la nature laisse faire dans ce cas. Donc, c'est-à-dire que la balance représente l'échange, le commerce, la négociation, la diplomatie. Et si ça échoue parce que une des parties ou les deux parties décident de tendre vers le déséquilibre des équations, donc de ne pas ajuster la balance justement, puisqu'on parle de la justice, la justice a un autre objet dans une autre main et elle tient une épée. Alors l'épée, ça représente la force, l'agressivité, etc. Donc la domination. Et la justice, elle se rend elle-même par la force, c'est-à-dire. Ça veut dire ça, quoi. Donc d'abord, elle tente par la négociation. Si ça fonctionne pas, elle fait par la force. Et la nature fonctionne comme ça, si on regarde bien. Donc c'est ça que ça veut dire. Il y a une phrase du maître Melchisédek qui dit « Celui qui refuse d'apprendre par la sagesse apprendra par la souffrance ». Donc voilà, la balance c'est la sagesse, l'épée c'est la souffrance. Donc à vous de voir. Voilà. Ça c'est la justice dans sa manière objective d'être décrite. Alors il faut que je fasse une précision par rapport à ça. C'est justement, là j'en viens à la dernière partie de la vidéo, je vais parler de l'illusionnisme. Là on va parler plus du tribunal parce que actuellement on peut assister à des tribunaux médiatiques. Moi je trouve ça scandaleux parce que j'ai vu plein de présomptions d'innocence qui ont été violées et ça se passe en dictature, ça se passe pas en démocratie. Donc on voit bien qu'on est en train de sombrer petit à petit. On sait bien que le fascisme il n'est pas venu du jour au lendemain en un claquement de doigts. Voilà, ça s'est fait progressivement et les gens validaient en fait de plus en plus leur folie en fait, leur folie entre guillemets. Ils s'auto-persuadaient qu'ils avaient raison d'être fous en fait. Donc ça ne va pas. Mais là je vais vous expliquer en fait ce qui se passe, c'est que le métier d'avocat c'est un métier spécial parce que c'est pas un métier qui cherche la vérité. C'est un métier de connivence. Et je vais vous expliquer.
L'avocat, à partir du moment où il décide de défendre une personne, il est dans la connivence, il n'est pas dans la recherche de la vérité. Pourquoi? Parce que s'il était dans la recherche de la vérité, il condamnerait lui-même la personne qu'il est censé défendre. Ça veut dire que si, au cours du procès, il apprend que la personne qui défend est coupable, il retourne sa veste et il devient procureur. Or, on peut pas faire ça dans la justice telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et donc, euh, l'avocat, il fait un métier de connivence, il fait pas un métier de vérité. Or, la plupart des gens, quand ils regardent la télé et tout ça, ils croient qu'ils vont obtenir la vérité, alors qu'on est dans un genre de tribunal médiatique et la vérité ne ressort quasi jamais de ces endroits, en fait. Euh, Sauf quand il y a des héros, entre guillemets, et ça, je vais expliquer. En fait, le meilleur avocat du monde, c'est celui qui arriverait à faire condamner à mort le plus pur des innocents et à faire libérer le pire des criminels avec un sauf-conduit, une protection rapprochée et un totem d'immunité à la Koh-Lanta. Voilà, ça, ce serait voilà le meilleur des avocats, voilà, ou le pire, c'est relatif. Voilà. Et ben en procureur, ce serait pareil, quoi. Ce serait foutre un innocent en prison et enfin demander une charge très lourde sur un innocent et demander une charge très légère sur un criminel. Donc voilà. Après, l'illusionnisme, où il se situe là-dedans? Ça, je vais vous expliquer. En fait, vous avez deux parties dans une plaidoirie. Vous avez les faits tels qu'ils sont, et puis vous avez l'interprétation des faits. La vérité, c'est la corrélation entre les deux. La vérité, c'est la transcendance entre les faits et l'interprétation des faits. Maintenant, si vous séparez les deux, vous créez ce qu'on appelle une dissonance. Et donc, vous vous éloignez de la vérité. Ok? Donc, ça, c'est le rôle des avocats. Les avocats, ils font une lutte d'illusionnistes sur l'interprétation. Ils peuvent pas changer les faits. Dans la nature, on peut pas changer ce qui s'est passé. Ça s'est passé comme ça s'est passé, peu importe comment on le perçoit. D'accord? Donc ça, c'est la réalité objective. Maintenant, comment on va construire notre avenir en tant qu'être, ensemble, par rapport à ce qui est... Ça sera par rapport à ce qui est perçu de ce qui s'est passé. Et c'est là où le vice voit la faille et où il essaye de s'insérer. Il voit qu'il y a une faille, comment dire, dans le pont qui relie les faits et l'interprétation. Donc, en fait, un illusionniste vicieux, il essaye de faire sauter le pont. Voilà, pour vous dire en gros. Et il y a des techniques. Par exemple, les techniques les plus utilisées, je vais vous les dire, c'est l'exagération et la caricature. Donc l'exagération, c'est en faire des tonnes pour quelque chose qui n'est pas grave. Et la caricature, c'est réduire à quelque chose de banal, quelque chose qui est super grave. Donc en gros, ça alterne souvent comme ça quand on veut pervertir les faits. Ok? Et c'est ça, il faut mettre son détecteur d'illusionnisme en alerte quand on voit ça. Il y a une autre technique aussi, c'est la diversion, mais les amateurs, on va dire, ils font des diversions brutes. C'est-à-dire, les faits sont ici, et ils vont, d'un coup, ils vont changer de sujet ou quoi. Ils vont faire une très grosse diversion, mais c'est flagrant. Il y a une secousse, en fait, dans le changement de sujet. Donc, et pour ça, je vais vous faire une métaphore. Si vous roulez en voiture à 80 km/h et puis que vous vous prenez un mur, bah, vous êtes très secoué. Vous avez compris que il y a eu un déplacement. Vous avez compris qu'il y a un changement dans la force. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a de problématique avec les voitures, par exemple, bah, c'est que c'est le confort. Pourquoi? Parce que le confort, il fait oublier le danger. Et comme les producteurs ont créé des espaces confortables, parce qu'un siège de voiture, c'est presque comme un divan, et qu'on ne sent pas le mouvement, ben on a presque l'impression d'être dans un salon, en fait, quand on est dans son cockpit, entre guillemets. Et mais pourtant, le danger externe, il est multiplié avec la vitesse. Et ça, on ne le sent pas. Si je roule à 80 et que j'ai pas d'obstacle, j'ai rien dans la voiture, je ne le sens pas en fait. Et pourtant, je m'éloigne très fort du point de départ. Donc, vous voyez bien, avec cette métaphore, ce que j'essaye de dire, c'est que un avocat pas doué, il va être brusque, et donc vous allez sentir comme si vous vous preniez un mur, et vous sentez qu'il y a eu un changement dans la force et que vous n'êtes plus au poids initial. Vous comprenez? Alors que
l'avocat subtil, il va vous faire une diversion toute douce, mais très rapide, douce et rapide, alors que l'avocat amateur, ce sera brusque et peut-être lent ou peut-être rapide, mais ce sera brusque en tout cas. Et donc, vous n'allez pas le sentir dans le cas de l'avocat professionnel. Et vous allez vous retrouver à 1000 lieues de l'endroit où sont les faits, dans votre perception. Et donc forcément, vous ne percevez plus rien de correct par rapport à ce qui s'est passé. Et donc là, c'est gagné, en gros. Donc voilà, il faut faire attention aux dissonances. Pour moi, en fait, les apparences sont trompeuses. Il faut pas se fier aux apparences. Vraiment, les apparences dans la société qu'on a construite, c'est un piège quasi tout le temps. Si c'était un piège une fois sur 100, on pourrait se dire ouais, les apparences sont pas vraiment trompeuses, donc je peux m'y fier la plupart du temps. Pour moi, on peut jamais s'y fier en vrai. Avec la société qu'on a faite, les apparences 9 fois sur 10, elles sont fausses. Donc moi je pense qu'il faut revenir à la base, et la base c'est le fond. Dans les débats moi que j'ai vus, et c'est pour ça que j'ai décidé de présenter la pensée d'Einstein, parce qu'Einstein il essaye d'allier le fond et la forme le plus possible, sauf dans des circonstances où les agressions sont abusives. Donc par exemple, s'il y a plusieurs interlocuteurs agressifs, on va pas rester là à dire oui pardon, j'accepte la sentence alors qu'ils ont tous tort parce qu'ils ont des croyances pourries. Non, donc il y a des contextes en fait, mais la plupart des gens ils savent plus rien contextualiser. C'est ça que j'ai l'impression quand je regarde en fait. Toutes les pensées deviennent éthériques comme si c'était des vérités absolues et qui ne changeaient jamais, alors que pour moi la philosophie ne prend sa valeur que dans les contextes où sont appliquées ces formules en fait. C'est comme en maths, hein, il y a des formules, on les met toutes seules et on dit ça c'est une règle. Et puis après, on l'applique dans des calculs, etc. Et donc, c'est pareil avec la philosophie. Tu prends une formule et tu l'appliques dans des contextes. Mais si tu prends juste la formule et que tu dis ça, c'est vrai en toutes circonstances, sans contexte, ça, c'est de la folie. D'accord? Moi, je vous le dis, voilà. Si vous répétez des phrases comme ça, comme du catéchisme, sans savoir contextualiser la phrase que vous utilisez, vous n'avez plus les pieds sur terre. Voilà, vous avez de l'hélium dans la tête et vous êtes en train de planer. Voilà, donc simplement et voilà, je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je voulais simplement rectifier ça. J'avais quelques métaphores à faire. Je pense que je les ai toutes faites parce que c'est dur de les faire venir au moment où j'ai envie pendant que je suis en train de m'exprimer. Sinon voilà, je vais arrêter ici et je vous souhaite une bonne soirée.